C'est parti. L'intégration de données agiles. Donc, pourquoi aujourd'hui il est nécessaire d'avoir je dirais des outils ou un outil d'intégration de données agiles? Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, la data est au cœur de tout. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a presque 30 ans maintenant, je ne les fais pas, hein. Donc, quand j'ai commencé ma carrière, on s'intéressait beaucoup au transactionnel. On regardait pas trop les données. On affinait énormément les grilles de saisie, de commandes, de factures. Et puis est apparu petit à petit ce qu'on appelait les infocentres. Donc on a commencé à concentrer les données. C'était un petit peu brouillon, c'était pas forcément évident. Et puis est apparu ce qu'on appelle le data warehouse. On a commencé à structurer la donnée, à faire ce qu'on appelle des schémas en étoile, à commencer à regarder dans le rétro. Les entreprises avaient besoin de regarder dans le rétro pour pour comprendre ce qui se passait sur leur chiffre d'affaires, sur leur marge, etc. Et puis petit à petit est apparu un nouveau besoin qui était de regarder, cette fois-ci non plus dans la trou, mais vers l'avenir, vers le GPS. Donc on a mis en place des outils de simulation budgétaire, des simulations de RH pour essayer de simuler, est-ce qu'on ouvre un nouveau magasin, est-ce qu'on embauche une nouvelle personne, quelles seront les conséquences sur mon chiffre d'affaires, sur mon compte de résultat. Et puis ça, c'est bien, mais petit à petit est arrivé d'autres besoins qui étaient de regarder, d'essayer de prédire l'avenir, pourquoi pas. Donc, mettre en place de l'intelligence artificielle, du machine learning, comprendre pourquoi mes clients s'en vont, pourquoi à un moment donné ils vont se désabonner. Donc, ça a été poussé pas mal par retail, ça notamment, où on a commencé à analyser le parcours client, etc. Et de plus en plus, il a fallu aussi agir en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, vous commandez quelque part, eh bien, vous avez accès au stock en temps réel dans toutes les boutiques, par exemple, d'un réseau de magasins, alors qu'avant, c'était plutôt réservé à ceux qui géraient les ventes. Donc là, maintenant, même l'utilisateur final a accès à tout un tas d'informations. Il y a plein d'objets connectés aussi qui ont beaucoup de données. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la donnée est au centre, à l'origine et au service du business, et non plus une conséquence du business. Donc tout ça se traduit aussi par du coup, une augmentation de volume des données qui est très important. Donc aujourd'hui, on parle de big data, c'est pas pour rien, parce que tout ça génère énormément de données, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le temps réel, que ce soit les objets connectés. Toute l'interaction en fait des utilisateurs est tracée et stockée quelque part. Les types de données changent. On est passé de bases de données très traditionnelles à des data lakes, à du big data, de la Hadoop, à plein de choses. Donc il faut être capable aussi d'adresser tous ces types de données. Les technologies évoluent, parce que les données et le stockage de ces données aussi. Les données étaient stockées jusqu'à maintenant beaucoup chez vous, sur vos serveurs, et de plus en plus, on va aller vers le cloud, on va aller vers Azure, vers Amazon, vers Google, vers je ne sais quel hébergeur. Et donc, il faut être capable aussi d'aller lire de la donnée qui est répartie de partout. Donc, pour répondre à ça, on vous demande d'aller toujours plus vite dans l'entreprise. Je pense que ça doit faire sourire certains, mais on vous met une pression phénoménale sur la fourniture d'informations, sur la fourniture de données. Les utilisateurs métiers sont très demandeurs. Et on vous demande toujours d'aller de plus en plus vite pour fournir de la donnée intelligente et exploitable. Et donc pour ça, il faut être agile, il faut être flexible, il faut être évolutif. Donc si on reprend les différents projets qu'on va retrouver au niveau intégration de données dans les entreprises, donc de la BI très traditionnelle, c'est l'analyse de notre activité. De plus en plus, je dirais la possibilité de regarder et de simuler et de prévoir le futur. Donc on a déjà parlé du machine learning, du big data, adresser de nouveaux marchés. Pour les actuaires, par exemple, dans les mutuelles, être capable de prédire en fait quelles vont être les augmentations de tarifs, les différents risques, etc. etc. D'autres types de besoins qui apparaissent, ce qu'on appelle des Active Data Hub. Donc là, c'est d'avoir des plateformes d'échange en fait, de la donnée, ou qui va permettre en temps réel, pourquoi pas, de regrouper de la donnée qui vient de différentes sources et ensuite de la repousser très rapidement, une fois qu'elle a été agrégée dans ce data lake ou ce data hub, vers des consommateurs. Donc, par exemple, pour avoir un stock en temps réel de plein de points de sources qui sont stockés ici dans le data lake et qui vont être fournis à une application, par exemple, téléphone ou tablette. De plus en plus aussi d'API, de web services, pour faire du temps réel, partager de la donnée et donc être capable d'interroger très facilement sur des formats standardisés comme les API REST par exemple, tout un tas d'informations qui sont dispatchées dans plein de sources de données. Des choses très traditionnelles aussi, sur de la donnée de point à point qui permet de faire soit de la migration d'une application à une autre, soit de faire de la réplication très standard d'interface entre applications. Du MDM, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi dans les entreprises, définir des référentiels de données uniques. Avec tous les systèmes d'information qu'on a aujourd'hui, c'est important d'avoir un endroit où on va stocker du référentiel. Donc ça permet aussi de mettre en place en fait une vraie politique de gouvernance de données dans les entreprises. On retrouve aussi beaucoup de projets liés à la sécurité de données.
Donc des besoins d'anonymiser, des besoins de certifier la donnée, d'être capable d'auditer la donnée, c'est-à-dire vous avez des données sensibles, les noms, prénoms, les emails, eh bien, il faut être capable de tracer en fait l'origine de la donnée, toutes les modifications, partout où la donnée circule. Donc en termes de sécurité, aujourd'hui, on a des besoins d'intégration de données qui sont très très forts, notamment quand on va stocker de la donnée sur le cloud, il faut être capable de la transporter de façon sécurisée avec des chiffrements, avec tout un tas de choses. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, hein, aujourd'hui, on va stocker la donnée non pas que chez soi, mais on va en retrouver un petit peu partout, notamment si vous prenez un outil comme Salesforce par exemple, forcément le stockage va être en mode SaaS sur le cloud, donc il faut être capable aussi d'aller chercher de la donnée ou de la pousser dans le cloud. Et donc Stambia, c'est une seule solution qui va vous permettre en fait de répondre à tous ces besoins d'intégration de données de manière agile. Les trois grands principes de Stambia, c'est d'abord d'être une solution unifiée. Cette solution unifiée, en fait, va vous permettre de faire plein de choses, hein, que ce soit des échanges en mode batch, par exemple, sur des volumes importants, que ce soit des migrations, euh, ou changer d'applicatif. Eh bien, avec Stambia, vous allez pouvoir facilement migrer vos données. Vous pouvez faire de l'ingestion de données en temps réel. Donc, on a déjà parlé, hein, que les données proviennent de l'externe, de l'interne, quelle que soit sa provenance, que ce soit des actions utilisateurs, que ce soit des sons, des objets connectés. Ça va vous permettre aussi d'exposer de la donnée via des API très facilement, hein, avec des web services ou des microservices. Ça va vous permettre de faire de l'interaction entre applications et puis ça va vous permettre de contrôler tous les processus de transformation de la donnée. Donc aujourd'hui, vous avez des sociétés qui achètent plusieurs solutions, donc ils vont multiplier les coûts en fait. Et avec Stambia, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs solutions. Avec Stambia, vous allez pouvoir répondre à tous ces besoins. Le deuxième grand principe de Stambia, c'est qu'on est une technologie totalement évolutive. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on est capable de s'adapter en fait à tout changement dans votre système d'information. Donc on peut très bien en fait commencer par mettre en place Stambia sur un premier type de technologie. Et demain, vous allez changer de technologie pour votre data house, par exemple. Vous allez passer de Teradata à Snowflake, vous allez passer d'Oracle à SQL Server. Et bien, en fait, avec Stambia, on va pouvoir très facilement en fait évoluer. On va pouvoir vous suivre dans le temps. Et même s'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, on va être capable, nous, en quelques jours, de créer le nouveau connecteur qui va bien et de vous accompagner en fait pour vous connecter à cette nouvelle technologie. Le troisième grand principe, pardon, de Stambia, c'est qu'on est aujourd'hui sur une trajectoire maîtrisée, notamment en termes de coûts. Euh, ce qui est très important, en fait, hein, c'est que le coût d'un projet peut se mesurer selon cinq grands principes, hein. C'est le logiciel, bien sûr, le matériel, le développement, la maintenance et la formation. Donc, avec Stambia, vous allez déjà avoir une maîtrise du coût de la licence. Parce que Stambia, en fait, vous allez simplement payer au nombre de personnes qui vont développer. Vous n'allez pas payer à la CPU, vous n'allez pas payer au nombre de sources, au nombre de cibles, hein. Donc là, je sens qu'il y a des douleurs là qui remontent, hein, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Donc simplement, c'est au nombre euh, de personnes qui vont développer avec l'outil, tout simplement. Donc vous avez une visibilité en fait sur votre coût de licence qui est très simple. Donc vous pouvez développer autant que vous voulez, hein. Vous n'avez pas de peur en fait de connecter une nouvelle source, une nouvelle cible, pas de peur de changer en fait les CPU de telle ou telle machine. Tout ça est totalement maîtrisé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'architecture machine avec Stambia. Vous verrez, il n'y a pas de serveur de transformation. Donc tout ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. On va pouvoir aussi développer de façon accélérée avec Stambia, hein. Donc, je vous montrerai par quel principe. On va s'appuyer notamment sur ce qu'on appelle des templates. On va s'appuyer sur un certain nombre de choses qui sont déjà pré-mâchées, qui vont vous permettre d'aller très vite en développement. Qui dit vite en développement, dit vite en maintenance, hein. Ce qui est facile à développer, facile à maintenir. Donc ça, c'est une conséquence très, très naturelle. Et l'avantage aussi de Stambia, c'est que vous allez vous former une première fois. Donc, c'est quelques jours de formation, 4 jours de formation pour la formation niveau 1. Vous vous formez à une technologie, une façon de développer, quels que soient derrière les autres projets que vous allez faire, quelles que soient les autres technologies, ça sera toujours la même façon de développer. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de vous reformer quand vous allez changer, faire un nouveau projet. Vous commencez par un projet de BI, vous allez ensuite faire des API, vous allez faire du temps réel, vous allez faire du data hub. Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous reformer à l'outil. Ce sera la même façon de développer, quelle que soit la technologie sur laquelle vous allez vous appuyer. Ça, c'est hyper important. Donc, comment ça va marcher derrière? Tout simplement, dans Stambia, on va faire ce qu'on appelle, excusez-moi, hop, mon animation, voilà. On va s'appuyer sur une approche top-down. Cette approche top-down, en fait, elle est assez simple.
Aujourd'hui, les outils traditionnels, en fait, vont permettre de faire plein de choses, hein. Vous pouvez faire de l'ETL, de l'ELT, de l'EAI, gérer de l'événementiel, du data hub. Et aujourd'hui, les produits standards du marché, en fait, s'appuient sur une intégration très bas niveau où dans chaque process, vous allez avoir besoin de développer tout ce qui est technique. Donc, les connexions, le fait de ramener les données dans un espace de staging, toutes les transformations, le fait de se connecter à la cible, de pousser les données vers la cible. Avec Stambia, on a une autre approche, en fait. On va utiliser ce qu'on appelle un Universal Data Mapper. Donc, on va développer de la même façon, quel que soit le projet que vous avez à faire. Vous allez toujours développer de la même façon. Et ensuite, c'est Stambia qui va s'occuper de générer toute la partie technique, en fait, de ce process qui est en dessous et qui est un petit peu pénible à faire, hein. Donc, on développe toujours de la même façon. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, hein, on se forme une seule fois à Stambia et ensuite, eh bien, on va tout naturellement être capable de développer tout type de projet parce qu'on va toujours développer de la même façon. Donc, tout ça s'illustre par 3 grands principes. Le premier, c'est le mapping orienté métier. Je vais m'étendre dessus dans quelques minutes, hein. On va toujours développer de la même façon et on va s'intéresser à la partie métier du développement. Deuxième chose, on va industrialiser par les templates. On va s'appuyer sur une bibliothèque de process qui sont déjà fournis. Et ensuite, le troisième principe, c'est la délégation de transformation, le fameux ELT. Donc, le premier principe, hein, le mapping orienté métier, ce mapping va vous permettre de vous concentrer, c'est des choses que vous connaissez certainement, hein, se concentrer sur les règles métiers. On va se concentrer sur le quoi, pas sur le comment. Donc là, vous avez un exemple, hein, très simple d'un mapping avec différentes sources qui sont agrégées. Elles sont potentiellement hétérogènes, peu importe, hein, on les met en jointure les unes avec les autres et on pousse ça vers la cible. On ne se prend pas la tête à savoir si c'est ici un fichier, si c'est de l'Oracle, si c'est autre chose. Stambia va s'occuper en fait de générer tout seul le comment. Donc tout ça, c'est la partie cachée que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, mais qui n'est pas forcément, c'est pas obligatoire d'aller voir ce qui se passe, hein. C'est Stambia qui va générer ça, qui va générer le comment, tout le process technique. Donc les connexions à la source, le fait de ramener les données, de les mettre dans un endroit qui est homogène pour pouvoir les joindre entre elles, faire toutes les transformations, aller potentiellement aller voir des tables de lookup qui viennent de la cible, qu'on ramène ici aussi. Tout ça est fait automatiquement et ensuite on pousse ça vers la cible tout simplement. Donc le mapping orienté métier est très important. Deuxième principe, hein, c'est le fait d'industrialiser par les templates. Donc toute cette génération automatique que vous avez eue précédemment, elle est faite par les templates. Les templates, ce sont des bibliothèques de process qui permettent d'industrialiser les développements. Donc quelques exemples ici, hein, la réplication qui vous permet de prendre des choses qui sont à gauche, les mettre à droite automatiquement. Donc une liste de fichiers, une liste de tables, et tout ça, vous le réplique tout seul, en fait. Bien sûr, le loading, l'insert, donc la gestion de rejet, le CDC, etc. Tout ça, et vous est livré en fait en standard. Et puis vous allez pouvoir bien sûr développer vos propres templates, modifier ces templates. Ce ne sont pas des boîtes noires, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir agir si toutefois on a des spécificités dans son environnement. Donc les bénéfices, hein, ils sont très simples, hein. On sépare le métier de la technique, on en a déjà parlé. Ça permet d'industrialiser les besoins. Ça permet aussi de simplifier la maintenance. Que si vous avez plusieurs mappings qui s'appuient sur un même template, et bien vous allez tout simplement faire évoluer votre template et tous les mappings qui s'appuient dessus vont en bénéficier très naturellement. Ils vont pouvoir en fait évoluer en même temps. Voilà. Le troisième grand principe, c'est la délégation de transformation. Aujourd'hui, avec Stambia, on n'a pas de moteur de transformation propriétaire. On va s'appuyer ici sur les moteurs en fait propriétaires. Donc ici dans l'exemple 1, on va s'appuyer sur la base de données qui va stocker notre référentiel, notre data warehouse ou ce que l'on veut. Donc ça c'est assez classique, je dirais. On va faire tourner les moteurs de base de données. C'est eux qui vont se charger de faire les transformations, les inserts, les loadings, etc. et les rejets, pourquoi pas. Et on parle vraiment de délégation de transformation, hein, au-delà de l'ELT, parce que là, par exemple, dans le deuxième exemple, ici, on va faire travailler le cluster Spark, parce que c'est là, enfin, c'est un moteur qui est très performant pour faire un certain type de transformation. Donc là, tout simplement, Stambia va générer du code Spark qui va déléguer en fait au cluster un certain nombre de transformations qui sont ultra performantes dans ce cluster. Donc on va pouvoir choisir, quand on va développer ces mappings, à quel endroit on fait les transformations sur la source, sur la cible, selon, je dirais, le meilleur de chacune des technologies. Voilà pour les 3 grands principes.
En termes, pour finir sur la partie PowerPoint, hein, en termes d'architecture, Stambia, c'est une architecture très simple. Vous avez d'abord un designer. Ce designer, en fait, étant un client Eclipse, tout simplement, qui est installé sur les machines, qui vont permettre ces clients de développer tout simplement les mappings, les process, tout ce qu'on a vu ici, de se connecter aux sources de données. Donc, on va designer ici sur les postes clients. Pour partager en fait les développements, donc Stambia s'appuie sur un système de fichiers. Ce n'est pas un référentiel base de données, hein, comme ODI, c'est un système de fichiers. Ce système de fichiers peut être partagé soit à travers des répertoires partagés, pilotés par des outils de synchronisation de répertoires et de fichiers comme OneDrive, Google Drive, etc. Soit on va pouvoir s'appuyer sur des outils de versionning, tout simplement en installant les petits plugins qui vont bien pour soit SVN, soit Git, soit d'autres outils de versionning. Les exécutions vont pouvoir être lancées à travers le deuxième composant de Stambia qui est le runtime. Le runtime, c'est un chef d'orchestre, hein, c'est l'équivalent des agents ODI pour faire un parallèle. Donc les runtimes peuvent être soit sur chacune des machines, soit posés sur un serveur de développement. Et donc les designers vont demander en fait au runtime de dev d'exécuter les traitements sur les sources, sur les cibles, de façon très classique. Une fois que les développements sont terminés, on va les mettre en production et on va s'appuyer sur le troisième composant de Stambia qui est Production Analytics, qui lui a deux fonctions. La gestion de mise en production, de version, donc on peut avoir une version en dev, une version en recette par exemple, une version en production selon les différents environnements sur lesquels on va travailler. Et la deuxième fonction de Production Analytics, c'est de scheduler, pourquoi pas, les traitements, si vous n'avez pas de scheduler, et aussi de suivre l'activité des différents runtime, donc runtime de dev, de prod, de recettes, et donc potentiellement suivre des runtime que vous auriez pu mettre en load balancing pour répartir la charge, ou en failover pour si vous avez du temps réel, par exemple, et que vous voulez avoir une infrastructure qui tient la charge ou qui est toujours vivante, entre guillemets, quelles que soient les circonstances. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'installer plusieurs runtime, hein, pilotés par un load balancer pour couvrir tous ces cas de failover et de montée en charge. Vous pouvez avoir par exemple un runtime pour exécuter les traitements batch et un runtime pour les web services qui correspond plus au temps réel. Voilà pour l'architecture. Démonstration. Je ne peux pas vous montrer tout l'outil, hein, donc on a choisi un cas d'usage assez parlant. Hein, ce cas d'usage étant tout simplement de construire un process qui va exposer un web service en quelques minutes. Donc on va imaginer qu'un site externe ou n'importe quelle application envoie une demande en fait via une API en passant un numéro de client pour interroger un référentiel client qui lui va ramener la fiche du client en réponse JSON, tout simplement. Donc pour faire ça, je vais ici me mettre dans l'outil. Voilà. Donc là, je suis dans le client Stambia Designer, donc qui est installé sur ma machine. Vous allez retrouver ici tous les différents répertoires de mes projets et on va commencer ensemble. On va faire ce cas d'usage. Donc on va utiliser ici les trois boutons principaux hein, qui sont les métadonnées, les mappings et les process. On va créer une première métadonnée de type HSQL. Au passage, vous voyez hein, tous les connecteurs qu'on peut avoir, hein, base de données, serveur Kafka, FTP, fichier hiérarchique type JSON, le cloud, Salesforce, etc. Je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a une belle palette. Hein. Donc on va aller sur du HSQL ici. On va lui donner un petit nom. Donc c'est une base hein, de clients qui sont venus dans un hôtel tout simplement. Ici. Voilà. Donc j'ai mon assistant qui va me permettre de me connecter en localhost ici avec un numéro de port 62 210. Un utilisateur, je vais me connecter ici. Je vais faire un refresh pour aller chercher mon schéma. Et ici, je vais faire un refresh pour aller chercher ma table des clients, mes téléphones et mes emails, informations dont j'ai besoin pour interroger mon web service. Donc là, j'ai à disposition mes métadonnées que je peux interroger à la volée hein, si j'ai envie pour aller consulter mes informations. Je n'ai pas besoin de sortir de l'outil, je peux aller interroger ma base en direct depuis Stambia. Je vais créer une autre métadonnée ici, hein, donc je vais me connecter cette fois-ci, enfin je vais mettre le format de sortie hein, qui est un fichier de JSON ici. Je vais appeler custom, voilà. Je vais aller chercher un format JSON qui est à ma disposition, je vais le reverser tout simplement ici, et je vais ici constater que j'ai bien ramené mon fichier hiérarchique avec un client, pour un client, plusieurs emails, pour un client, plusieurs téléphones potentiels. J'ai fait mes métadonnées, maintenant je vais attaquer mon premier mapping.
Donc, je vais l'appeler load customer, par exemple. Tac. Voilà. Donc, dans mon mapping, je vais d'abord glisser mes métadonnées qui viennent de ma gestion d'hôtel ici, customer, email, téléphone. Je les glisse ici en une fois. Voilà. Je vais mettre les données en lien les unes par rapport aux autres. Donc, sur le customer ID, tout simplement, je fais une jointure ici. Même chose. Hop. Sur le customer ID. Voilà. Donc, au passage, on peut constater ici qu'en termes de propriété, j'ai tout type de jointure possible, bien sûr, gauche-droite, cross, full, de manière assez classique. Ici, j'ai une expression qui pourrait me permettre de faire des jointures plus complexes, exprimées dans une expression SQL très classique aussi. Donc ça, a priori, ça va être ma source. Pour l'instant, je n'ai pas forcément déterminé quelle était la source et la cible. Et puis ici, je vais prendre mon customer, mon fichier JSON, qui va être la sortie que je vais vouloir publier dans mon web service. Voilà. Donc là, je vais attaquer mon mapping, tout simplement. Je vais mettre le customer ID dans le customer ID. Donc là, je vais faire un map. Voilà. Donc voici ma source et voici ma cible qui apparaît lors de mon premier mapping. Je vais mettre la date de naissance ici. Je vais mettre les téléphones ici. Tac. Le numéro de téléphone. Voilà. Et les emails, email adresse et email ID. Voilà. Je vais faire un petit calcul, une transformation ici sur le full name. Je recolle une deuxième fois le first name et vous allez voir, il commence à me construire l'expression tout seul ici. J'ai plus qu'à la compléter. Donc là, je vais pouvoir faire des transformations. Ici, un upper, par exemple, du last name concaténé au first name. Il me reste à faire une chose, c'est à donner mes critères de rupture. Comme c'est un fichier hiérarchique, donc j'ai des occurrences, en fait, des ruptures qui sont faites à chaque nouveau client ici. Et pour chaque nouveau client, je vais faire une rupture sur l'email, ici, et je vais faire une rupture sur le téléphone. Voilà. Donc j'ai fait mon premier mapping ici, très simple, qui va aller m'interroger ma base pour sortir du JSON. Donc, j'ai pas fini. L'objectif, c'était de créer un web service. Donc, je vais le faire sous forme d'un process ici. Je vais créer mon process. Je vais appeler get, par exemple, webinar customer. Voilà. Donc, tout simplement, je vais mettre mon mapping ici, dans mon process. Voilà. Il va bien falloir que je lui passe quelque chose en entrée. Donc, je vais lui passer un paramètre qui va être ici le customer ID. Pour lui dire que c'est de l'input, je vais venir ici dans les propriétés. Je vais dire que c'est de l'input. Une petite flèche bleue qui est apparue pour dire que c'était de l'input. Et je vais mettre en sortie, devinez quoi, ici, mon fichier JSON, tout simplement ici. Voilà. Et je vais dire que c'est de l'output. J'enregistre ça. Et il me reste une chose à faire, c'est de revenir sur mon mapping et de dire qu'en paramètre ici, je vais lui passer mon petit paramètre ici, Customer ID, celui que j'ai défini dans le process tout à l'heure. Voilà. Et dernière chose à faire, pour dire que ce process est un web service, je vais tout simplement le publier ici comme un web service. C'est parti. Voilà, c'est fini. Donc pour vous montrer, illustrer comment on va appeler ce web service, je vais mettre dans Postman, qui est un outil qui permet de tester les appels. Donc ici, je vais lui passer simplement l'URL de partage de Stambia, de mon serveur web REST Stambia, ici, un delivery service REST. En lui passant le nom du process que je viens de créer, je vais lancer mon appel ici. Alors, c'est pas Customer Webinar, comment je l'ai appelé? Je vais l'appeler Get Webinar Customer, c'est dans l'autre sens. Hop. Customer, voilà, ça va aller mieux. Donc là, il m'a bien renvoyé en sortie un client avec son email et ses différents téléphones. Je vais vous en montrer un autre comme ça. Bon, ça montrera que je ne triche pas. Voilà, un client, son email, ses différents téléphones. Voilà comment en quelques clics, j'ai créé un web service. Revenons à notre présentation. Alors, je vais fermer quelques petits trucs pour libérer de la place sur ma machine. Voilà. Revenons à la présentation. Je vais maintenant m'intéresser, ça on l'a déjà vu, à la migration ODI vers Stambia. Donc, comment on va migrer ces flux existants? On va migrer
selon une méthodologie qui est prouvée, qu'on a mis en place. Je vous montrerai tout à l'heure les différentes références, chez qui on a déjà fait ces projets. On va migrer selon différentes phases. On va prendre notre temps pour y aller, vous allez voir, et pour sécuriser cette migration. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va auditer votre référentiel ODI. Donc, on va vous demander un export de votre référentiel, et puis on a des spécialistes chez nous qui vont l'auditer tout simplement, qui vont regarder vos modules de connaissances, tout ce que vous avez développé avec les packages, les interfaces, tout ce que vous avez fait en fait dans ODI. À partir de là, on va être capable d'estimer la charge de migration. On va vraiment descendre dans un détail très fin, parce qu'on va tout lister, on va compter, on va regarder ce qui est spécifique, voilà, ça va être vraiment une estimation au plus proche qui vous permettra de prendre la bonne décision par rapport à cette migration. Si on démarre, eh bien, on va démarrer tout simplement par l'installation du produit chez vous. On va paramétrer, donc on va mettre en place les différents paramétrages selon ce qu'on a audité. Il y a des petits réglages à faire pour dire bah, voilà ce que je reprends, ce que je ne reprends pas. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. À partir de là, on vous conseille de travailler sur un prototype. C'est-à-dire de ne pas lancer la migration sur tout, mais de prendre un premier projet, un premier environnement cohérent, bien sûr, parce que il y a souvent des liens en fait, entre les différentes choses qui ont été développées dans un projet d'intégration. Donc, on va choisir un prototype suffisamment parlant pour être capable de faire une première passe de la migration. Ce prototype va permettre d'affiner un certain nombre de choses sur le paramétrage, sur les décisions à prendre dans la migration. Ensuite, eh bien, vous allez travailler dans votre environnement de dev pour migrer petit à petit les différents composants, les différents projets, étape par étape. Chaque fois que vous faites un cycle de migration sur un projet, vous faites une phase de validation, ça c'est très important. Vous allez comparer bien sûr le avant-après, qu'on a les mêmes résultats, donc validation recette on va dire. Et après vous pouvez passer en production et donc faire des itérations. Et donc vous allez pouvoir migrer en fait petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de faire un big bang, vous pouvez faire projet par projet tranquillement et conserver les deux solutions en parallèle pour progresser petit à petit dans votre migration en production. Et bien sûr, vous allez pouvoir être accompagné. Donc, souvent un accompagnement mixte, un Stambia partenaire, Next Decision, bien sûr. Et donc là, vous allez pouvoir bénéficier en fait de notre expertise sur toutes les phases de projet, même si vous avez les ressources en interne, vous êtes tout à fait aussi apte à faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas être là en permanence. C'est vraiment de l'accompagnement que l'on va faire. On va mettre le curseur selon plus ou moins chez vous ou chez le partenaire pour bien sûr faire le projet de migration selon vos équipes, selon vos disponibilités. Mais si vous avez la dispo et si vous avez la capacité à faire la migration, vous pouvez faire pas mal de choses en autonome et être accompagné ponctuellement dans les différentes phases. Là où on va être le plus présent, ça va être lors de l'audit, l'estimation des charges, les premiers paramétrages, le prototype, et après, là, vous allez avoir une belle autonomie, je dirais, pour faire votre projet de migration. Donc, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, je vous rassure. Donc la bascule en production, on vous conseille vraiment de la faire par itération, mais on verra dans le témoignage d'après que certains le font en Big Bang, c'est possible. Démonstration de la migration. Je vais me connecter sur hop, je vais passer en mode sur une VM, où je vais montrer un exemple de migration. Si je ne mets pas le bon mot de passe, ça ne peut pas marcher. Voilà. Je vais passer en mode plein écran ici. Alors, CTRL Alt Entrée. Donc là, l'objectif de cet exercice que je vais vous montrer, c'est qu'on va faire tourner en fait une mouline de migration qui va passer un projet ODI en projet Stambia. On va vous le montrer en direct. Donc ici, on va travailler sur un workspace cible, qui est le workspace target. Donc c'est un système de fichiers, comme je vous disais tout à l'heure, dans Stambia. Donc ici, vous allez voir que des fichiers vont être créés dans le workspace. Donc ici, vous voyez, il est vide pour l'instant, notre workspace target. Dans le designer Stambia ici, donc là on est j'ai ouvert le designer Stambia sur le workspace ici target et vous voyez qu'il est vide pour l'instant. Donc on va changer de workspace et on va passer sur notre workspace de migration. Donc je rouvre Stambia sur le workspace qui va nous servir en fait à faire la migration. Donc notre outil de migration, c'est un projet Stambia en tant que tel qui va faire un certain nombre de choses. Vous allez voir ici. Donc c'est un projet Stambia, notre outil de migration, tout simplement. Et donc il y a plusieurs phases en fait dans ce projet. Il y a
le fait d'extraire les données. Donc, on va se connecter tout simplement au référentiel ODI comme n'importe quelle source de données. Ça va ramener un certain nombre d'informations, ça va remplir des fichiers notamment. On va lancer une analyse de ces fichiers, on va paramétrer. Donc, je vais vous montrer comment on va paramétrer tout ça. Ah, je ne vais pas sortir des modes plein écran, c'est merveilleux. Bon, c'est pas grave. Donc, on va paramétrer ça dans des fichiers. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, on va lancer en fait la migration. Donc, la migration, c'est un process que vous allez voir ici. Et ce process va générer, va prendre les composants qu'on a ramenés ici depuis le référentiel EDI et va générer en fait tout simplement le workspace cible. Donc, je vais l'exécuter ici, vous allez voir. Exécution. Voilà, donc là, il est parti. Donc, vous voyez les différentes phases du process qui s'exécutent. Donc, on va faire un certain nombre de choses. On va remplir des staging, on va faire plein d'opérations de migration, de transformation. Et on verra qu'à la fin, ce qui est un peu plus intéressant, c'est Generate File. C'est là qu'il a créé en fait le projet cible. OK. Alors, j'aimerais bien arriver à sortir de ce mode plein écran quand même. Ça serait sympathique. Voilà, je n'y arrive pas. C'est merveilleux. Donc, la migration est en train de s'exécuter. J'avais prévu de vous montrer autre chose, mais je n'arrive pas à sortir du mode plein écran. C'est merveilleux, ça doit être le partage, je pense, qui me fait ça. Alors, on va y arriver comme ça. Voilà, pardon pour ce petit contretemps. Donc, le temps qui s'exécute, je vais commencer à vous parler du cas client Cofidis ici. Donc, Cofidis, en fait, c'est une entité du groupe, d'un énorme groupe qui s'appelle Crédit Mutuel CIC, qui en 2017 avait un produit net de 14 milliards d'euros. C'est une banque qui fait beaucoup de choses, une banque d'investissement. Vous connaissez si vous êtes déjà client là-bas, qui font du crédit à la conso, qui font de la qualification, de l'assurance, qui font vraiment plein de choses. Et donc, tout leur informatique de ce groupe est géré par un GIE qui s'appelle Euro Information. Donc, qui gère 15 groupes de crédit mutuel, de toutes les banques CIC, de toutes les filiales en fait. Et donc, au sein de ce groupe, il y a une entité qui s'appelle Cofidis, donc un spécialiste du crédit en ligne et du crédit à la conso. Donc, c'est ce témoignage que je vais vous faire dans quelques secondes. On va aller voir où en est notre migration ici. Donc là, il est en train de générer les fichiers, si on va voir dans le répertoire que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, vous voyez qu'il est en train en fait de tout simplement écrire tout le workspace Stambia en se basant sur ce qu'il a trouvé en fait dans le workspace ODI après paramétrage. Donc le paramétrage qu'on a fait ici dans un fichier Excel tout simplement, où là vous allez retrouver le workspace cible, vous allez retrouver tous les contextes d'exécution, vous allez retrouver tous les modules de connaissances. Donc typiquement là on va dire voilà le module de connaissances SQL to SQL qu'on utilise dans ODI, ça devient le load RDBMS to DBMS, le template dans Stambia, etc., etc. Donc on fait la correspondance en fait entre chacun des objets. Vous allez retrouver tous les packages ici, comment ils vont être traduits, toutes les interfaces. Donc au passage, vous pouvez faire des transformations, vous pouvez renommer, vous pouvez changer votre politique de renommage, de nommage de vos modules. Enfin, vous pouvez faire plein de transformations au passage. Donc vous pouvez choisir en fait quels sont ceux qui vont être migrés, pas migrés, etc., etc. Donc, les déploiements, les procédures, donc tout ce qui est nécessaire. Est-ce que je veux le migrer? Est-ce que je le migre? Je le migre pas. Donc tout ça, c'est le fichier de paramétrage sur lequel va s'appuyer notre outil de migration. Alors, où est-ce qu'il en est? Eh bien, il a terminé. 3 minutes 12 pour migrer tout ça. Donc, on va aller se connecter cette fois-ci, workspace cible. Et on va aller voir ce qui s'est passé en termes de migration. Donc, tout à l'heure, il était vide, comme je vous ai montré. Bon, ça fait un peu David Copperfield. J'ai rien dans le chapeau, j'ai un lapin dans le chapeau, mais c'est un peu ce principe-là. Donc, ici, je vais aller ouvrir ici le projet qui a été migré, donc dans mon répertoire ci. Donc, je vais prendre d'abord les métadonnées parce que c'est quelque chose de transverse, donc j'en ai besoin ici. Voilà, donc il m'a bien migré toutes mes métadonnées avec toutes mes connexions vers mes différents fichiers, mes modèles de données, etc. Donc toutes mes métadonnées ont été bien traduites. Je vais ouvrir des projets, je ne vais pas tous vous les faire. Je vais importer ici, hop. Donc je vais prendre
dans mon workspace target ici, mon Synapsys. Voilà, finish. Alors des fois il y a des petites croix rouges, hein, c'est parce que il y a des choses qui sont migrées mais qui sont obsolètes, hein, donc pas très inquiétant. Mapping, je vais prendre un mapping par exemple, le init adresse semence ici, et on va l'ouvrir ensemble, vous allez voir. On va faire un avant-après, on va faire un comparatif en fait entre celui qui est dans ODI et celui qui est dans Stambia. J'ouvre celui d'ODI, celui de Stambia est là. Voilà, je vais prendre la outline pour le parcourir ici. Vous voyez, il m'a migré en fait tout mon mapping avec la base de staging au milieu, la cible, les différents modules en fait qui vont permettre de faire tout ça, hein. Donc les templates, pardon. Et puis voilà, donc là il m'a bien traduit ça en template Stambia, LODRDMS to RDBMS. Et puis sur l'autre fenêtre, ODI qui prend toujours un peu de temps à s'ouvrir. Voilà, donc le mapping ici, moins fluide hein, dans ODI, malheureusement. Ça va pas tarder. Hein. J'ai pas fait exprès de ralentir, hein. C'est vraiment ODI tel qu'il tourne habituellement. Ça va pas tarder. Ouais, c'est vraiment très très long. Bon. Ça y est. Donc là, voilà, ça c'était la source, l'origine en fait, hein, le mapping d'origine dans ODI. Et donc le flux ici, hein, que l'on voit dans ODI. Donc il faut cliquer, il faut aller voir dans deux endroits hein, dans ODI pour avoir à la fois le mapping et le flux avec la base de staging. Donc tout ça se traduit ici dans Stambia par quelque chose de beaucoup plus lisible, je trouve. Hein. Donc ici un mapping avec la base de staging au milieu et la table cible sur la droite. Voilà, un exemple de migration en direct hein, que vous avez pu voir ici, donc avec le avant-après. Je me dépêche, je suis pas en avance sur le timing. Et donc c'est un projet de ce type-là qui a été fait pour Cofidis. Hein, donc, quelle est l'histoire de ce projet? Tout simplement, le groupe hein, Crédit Mutuel CIC en 2018 avait en fait une architecture BI pour chacune des entités, une architecture différente. Chacun son outil d'intégration, chacun sa cible, chacun ses outils de reporting même. Et donc il y a une volonté en fait d'unifier tout ça vers une architecture BI unique. Donc au niveau du groupe. Donc c'est un sacré projet, hein, mine de rien. Donc les données allant dans la même base, hein, même si elles restaient séparées hein, pour des questions de sécurité, comme sur un domaine bancaire, bien sûr, mais dans des modèles de données uniformisés, pour être capable derrière de faire une conso groupe, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à faire cette conso groupe, même si bien sûr, chaque banque était tout à fait silotée ici. Le premier choix qui a été fait, c'est une base de données Vertica, donc une technologie unique en termes de base de données. Et le deuxième choix qui a été fait, c'était Stambia. Pourquoi en fait hein, parce que les différents arguments que je vous ai déjà énumérés hein, jusqu'à maintenant se sont retrouvés bien sûr ici dans le choix de Stambia. Donc un choix hein, sur un projet ELT, hein, ça c'est très important. Enfin sur un outil ELT, pardon. Donc il voulait absolument garder en fait cette philosophie. Des coûts bien sûr réduits et stables dans le temps, comme on l'a dit, hein, capable d'évoluer et capable surtout de prendre en compte aussi notamment les bases verticales. Donc si on se concentre maintenant sur le projet qui était fait pour Cofidis, hein, dans l'environnement Cofidis, on avait Oracle, Data Integrator pour la partie ETL, on avait Netezza comme base de données, et ils avaient un modèle système d'information décisionnelle qui était très orienté crédit conso, donc il leur était propre. Grâce au convertisseur Stambia, en fait, ils sont allés vers une migration triple, hein, ce qui est un exploit, je pense. Hein. Ils sont allés donc vers Stambia, vers Vertica, et donc ils sont allés s'insérer dans le modèle unifié dont je parlais tout à l'heure. Donc ils ont migré hein, 745 scénarios, pratiquement 6000 interfaces, et ça prenait en compte 1900 tables dans leur système d'information décisionnelle. Donc le projet, comment il s'est déroulé, hein, tout simplement. On a fait l'audit, on a fait tout ce qui va bien en amont, on les a aidés à installer, ils ont fait un prototype. Alors ce qui est assez amusant, hein, c'est que la personne de chez Euro Information Cofidis, lui, ne croyait absolument pas au convertisseur. Ils ont d'abord acheté
Stambia pour l'outil, pour l'ELT. Ça, c'est hyper important. Moi, je me permets de vous le dire aujourd'hui, hein, n'achetez pas Stambia pour son convertisseur. Ce serait une mauvaise idée. Achetez Stambia parce que c'est l'outil d'intégration dont vous avez envie et qui correspond à vos besoins. Parce que derrière, vous allez l'utiliser par un certain nombre d'années. Donc, il faut d'abord être convaincu par la solution et derrière, vous allez pouvoir utiliser le convertisseur ODI vers Stambia. Et en l'occurrence, M. Vanout ne croyait absolument pas au convertisseur Stambia. Il a d'abord pris Stambia pour tous les critères que je vous ai dit avant. Et quand on a fait le prototype, là, par contre, il a été scotché parce qu'il a été capable en fait de migrer en même temps ODI, Netezza et aller vers un modèle unifié. Donc, derrière ce prototype, il y a eu le démarrage du projet. En 3 mois, en fait, alors ils ont fait un choix Big Bang. Donc, en 3 mois de développement, en fait, ils ont tout migré. Ils ont fait des tests itératifs jusqu'à être au plus proche de la bascule en production. Là, ils ont basculé sur un workspace de production. Et ensuite, ce workspace de production, ils ont pris petit à petit pour l'intégrer en fait à la production du groupe. Mais ils étaient déjà en production et ça tournait en fait au bout de 3 mois. Ce qui est plutôt quelque chose d'assez remarquable. Bien sûr, en étant accompagné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les différentes phases du projet. Pour terminer, quelques, quelques références de clients qui ont fait des migrations aujourd'hui. Donc voilà, quelques références ici, GFI, Bayer, Cora. Ici, des clients qui ont choisi, qui avaient ODI, mais qui ont choisi Stambia, mais qui ne feront pas de migration. Ils ont décidé de faire un RAZ, de redévelopper. Voilà. AG2R, potentiellement, va sur un de ces domaines faire de la migration, mais ils ont vraiment choisi l'outil par rapport à une philosophie ELT notamment, qu'ils connaissaient avec ODI. Et pour des questions de coût, pour des questions de rationalisation, ils ont choisi de mettre en place la solution, mais sans forcément faire la migration. Donc voilà, encore une fois, acheter l'outil pour l'outil. Et puis Kavak, un projet intéressant que l'on mène aujourd'hui avec Next Decision. Je vais passer la main à Anne, et puis je reviendrai vers vous pour les questions-réponses. Prochaines étapes pour vous, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'approfondir la démo, d'aller plus loin dans ce que je vous ai montré sur l'outil, de parler licence en même temps, d'avoir un rendez-vous personnalisé. On peut aussi faire des études de migration, c'est-à-dire prendre votre référentiel ODI et vous aider à estimer le coût d'une migration. Et pourquoi pas faire des ateliers pour faire des prototypages, tester tout ça. Voilà. Très bien. Très bien, écoutez, on va vous libérer juste un peu avant la pause déjeuner, c'est parfait, le timing. On est désolé déjà, je m'excuse au nom de Stambia par rapport à, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu se connecter. Sachez que l'ensemble du webinaire a été enregistré, il sera disponible en replay vidéo dès demain avec la présentation. Donc n'hésitez pas à le partager, vous recevrez un email pour revoir un certain nombre de parties et le partager effectivement à vos collaborateurs qui n'ont pas pu peut-être accéder à la conférence Zoom. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas à tous pour votre attention. Et puis, on l'espère, à très bientôt pour parler d'éventuels projets avec vous.